Nico Williams, Lamine Yamal, peuvent-ils tout changer pour l'Espagne dans cet Euro? Peuvent-ils changer la perception qu'on a de l'Espagne? On va en parler après cette victoire de la Roja face à l'Italie. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro, un nouvel épisode du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On est là, on va débriefer cette rencontre-là. Le marathon de l'Euro continue. Elton Mokolo, bonsoir. Salut Romain, salut Walid et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ça va? Écoute, ça va très bien, on sort d'un match qui a été vraiment de très grande qualité. J'ai eu le sentiment qu'on était sur un match de phase éliminatoire de Coupe d'Europe. Ouais, c'était sympa. Hein. Franchement, c'était cool à regarder. Oui, Deschamps, bonjour. Bonjour, bonsoir. De toute façon, oui, bonjour, bonsoir Romain, Elton, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Moi aussi, je suis très très content. On est émerveillé par cette équipe d'Espagne, par la proposition de cette équipe d'Espagne. Donc on peut que aller bien. On se plaint du football toute l'année. Là, on est sur des rayons de soleil. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Franchement, c'est sympa à regarder. C'est... Ouais. Puis ça... ouais, c'est cool. C'est le foot qu'on aime. C'est le foot qu'on aime bien. Les socios, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prêts à parler de Lamine Yamal, de Nico Williams, de ces deux ailiers qui vont peut-être changer la vision qu'on a de l'Espagne. Ça va être un peu ça notre débat du jour. Avant ça, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, c'est important. Plus vous likez l'émission, plus le Club des 5 est proposé à des gens qui regardent des vidéos de foot et qui ne nous connaissent peut-être pas et qui peuvent s'abonner à la chaîne du Club des 5. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Si on est là, c'est grâce à nos partenaires. Merci à Winamax, merci à Un Bon Maillot. unbonmaillot.com qui est un de nos nouveaux partenaires sur l'Euro. On fait gagner des maillots de temps en temps. On en a fait gagner un notamment sur le match, le débrief de l'équipe de France contre l'Autriche. Le tirage au sort n'est pas encore fait. Donc vous pouvez mettre votre commentaire pour gagner. C'est un maillot du Danemark. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Donc voilà, et filez sur unbonmaillot.com. Il y a des box Euro. On fera d'autres tirages au sort comme ça pendant la compétition. On va parler de cette victoire de la Roja. On va faire un très bref débrief de la rencontre. Mais c'est vrai, Elton, qu'il n'y a pas eu photo en fait. Il n'y a pas eu photo entre ces deux nations-là. Et on a une Espagne qui, certes, ne gagne que 1-0, mais qui a vraiment marqué le coup ce soir face à l'Italie. Si tu veux, mon cher Romain, on a un point de comparaison parce que les deux équipes s'étaient rencontrées en Ligue des Nations. Il y avait eu 2-1 pour l'Espagne à la 88e minute et un but de Rosselló. Ce soir, il y a 1-0. Et quand tu regardes la nature des deux prestations, c'est le jour et la nuit. Parce que la prestation de l'Espagne ce soir du côté de Gelsenkirchen est beaucoup plus aboutie parce qu'on a vraiment le sentiment que là, c'est une équipe qui veut jouer comme Luis de la Fuente le voudrait. Parce que autant sur le premier match contre la Croatie, à l'occasion de la rencontre à Berlin, c'est un 3-0, mais le score ne dit pas tout. La Croatie a eu des occasions, l'Espagne a été en difficulté. Autant ce soir, même si seulement il n'y a que 1-0, on voit que du côté de l'Espagne, c'est une prestation qui est vraiment compétitive et qui te fait dire qu'aujourd'hui, l'Espagne s'est trouvé une équipe. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, à commencer par le gardien de but, Unai Simon, qui n'a pas eu de travail, jusqu'à Morata, en passant bien évidemment par les deux protagonistes qui vont nous intéresser, Lamine Yamal et Nico Williams. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est vrai, alors l'opposition, on pourra reparler de l'Italie, on fera peut-être des vidéos bilan de l'Italie à la fin de la compétition, mais on avait déjà vu quelques failles en début de match contre l'Albanie. Là, on en a vu encore aujourd'hui. Donnarumma, il fait 8 parades et pas des petites parades. Il fait des vraies claquettes. Et il est sauvé 2 fois par ses montants. Et il y a les poteaux, t'as raison. Donc, forcément, ça redore la performance de l'Espagne et ça redore un peu la vision qu'on a. Pour moi, c'est la meilleure perf de l'Euro. Tout match confondu depuis le début. L'Espagne a marqué un grand coup. Ils sont qualifiés au bout de 2 matchs dans la fameuse poule de la mort entre la Croatie et l'Italie en jouant les 2 plus gros morceaux sur les 2 premiers matchs. Ils sont sûrs d'être premiers. Si on nous avait dit ça il y a une semaine, je ne sais pas si tout le monde aurait signé des 2 mains, en tout cas, ou aurait mis une pièce. Et comme l'a dit Elton, on a vu une performance totale d'une équipe d'Espagne qui montre que le football de sélection peut se jouer de cette manière, en mettant... on peut avoir des principes de jeu avec un football de sélection, c'est ça que tu veux dire ? On peut avoir des principes de jeu, on peut travailler une idée, on peut la matérialiser sur du concret, parce qu'entre ce qui se passait sur le papier de cette équipe d'Espagne avec des perspectives très intéressantes et ce qui se passe sur le terrain, il n'y a pas un décalage comme... Allez, on va dire 70% des équipes aujourd'hui dans cette compétition, où souvent il y a des noms qui pop, oh c'est super, ça va être très intéressant, au final c'est de la merde. Là, l'Espagne, on a un rendu qui est fantastique, et ça a duré, allez, on va dire pendant 75 minutes.
Le dernier quart d'heure, et ça peut être le bémol de l'Espagne, c'est que tu liquides pas le match et que ça fait 1-0 et que tu peux te faire braquer sur un corner, sur un cafouillage, sur quelque chose d'anodin. Et ça, il va falloir le rectifier sur les prochains matchs, parce que quand il y aura les matchs coup près, ça peut être compliqué. Mais sinon... Puis il faudra voir aussi quand il y aura un tout petit peu plus d'intensité, parce que les Italiens encore... Mais sinon, le pressing, le contre-pressing, l'incorporation des ailiers, on en parlera après, le milieu de terrain, Fabian Ruiz qui a été encore une fois incroyable, un Rodri qui a tout contrôlé, les latéraux, Cucurella, Carvajal, le nombre d'occasions, de situations, la variété des occasions, les centres, les tirs, les incursions de Pedri dans la surface de réparation, le jeu intérieur, le jeu extérieur. Voilà, on a eu un jeu de position exceptionnel de la part de l'Espagne, et on espère que ça va durer, parce que c'est un plaisir pour les yeux. Et puis pour revenir sur la notion de compétitivité, c'est quand même quelque chose qui est inédit pour l'Espagne, parce que la dernière fois que l'Espagne avait réalisé 2 matchs de victoire, c'était lors de l'Euro 2016. C'est-à-dire que ça commence à remonter. Tu parles Euro et Coupe du Monde confondus. Euro et Coupe du Monde confondus. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose d'inédit. Et avant 2016, il fallait remonter à 2008. Donc c'est quand même quelque chose à mettre au crédit de cette jeune équipe espagnole, parce que quand on a eu l'annonce du tirage au sort avec la poule de la mort, avec quand même Croatie, 3e de Coupe du Monde, Italie, championne d'Europe en titre, l'Espagne n'était pas favorite pour faire ça, et là tu as un sentiment de sérénité qui s'instaure après ces 2 premiers matchs. Alors on va parler des 2 ailiers, c'est presque malhonnête pour tout le collectif espagnol de parler que des 2 ailiers, parce que on aura l'occasion, je pense, d'ici de reparler du milieu de terrain. On aurait pu parler des 2 milieux de terrain, on aurait pu parler des 2 latéraux, on aurait pu parler de Pedri aussi. Cucurella qui finit avec 100% de passes réussies aujourd'hui. Ouais, c'est voilà. Une performance incroyable. Pourquoi pas Fabian Ruiz qui met des buts, qui fait des frappes de 35 mètres. Il serait pas mal au Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz. Je sais pas pourquoi, je donne une idée comme ça. Il faudrait recruter le vrai peut-être. Mais on peut parler de Morata aussi. Tiens, Morata, moi j'aime bien Morata. Peut-être que le PSG achète la bonne licence de Fabian Ruiz. Là ils sont encore en J'ai vu un tweet aujourd'hui où il y avait... Ils ont Fabian Ruiz. Alors, à l'Espagne, c'est Fabian Ruiz, et au PSG, c'est Fabian. Ouais. Voilà. Ah, ça peut avoir son importance. Ça se voit sur le maillot, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais peut-être que c'est ça. Puis le gardien était pas mal, Donnarumma avec le PSG, il pourrait peut-être l'acheter aussi. Peut-être pas mal. De se positionner. Donc l'Espagne, on va parler des 2 ailiers, parce que on va pas se mentir, c'est un peu l'attraction aussi de cette équipe-là, de la Roja. On va d'abord parler de leur performance, et puis après on va parler de savoir ce que ça change dans notre vision de l'Espagne sur la suite de la compétition. Mais Walid, Nico Williams, Yamal, dans des registres qui sont à la fois similaires mais différents. C'est-à-dire qu'il y a de la percussion, certes, mais il y en a un qui va être un peu plus dans la passe, il y en a un qui va être un peu plus dans le dribble. Mais on a 2 forces, 2 faux pieds qui arrivent véritablement à magnifier cette attaque-là. Ouais, moi je vais dissocier. Alors, sur le premier match, on avait mis Yamal un peu plus en avant par rapport à Nico Williams, qui avait été décevant contre la Croatie. J'avais trouvé timide, timoré. Il était sorti de sa rencontre. Il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être José Pérez aujourd'hui qui allait démarrer à la place de... Voir Dani Olmo. Ouais, voir Dani Olmo. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Bien lui en a pris, avec un peu de recul. Là, moi, je vois quand même une différence aussi dans les 2 performances, où je trouve que Nico Williams a été énormissime. Vraiment, ça a été, c'est l'une des performances depuis le début de l'Euro individuellement. Di Lorenzo, je pense qu'il est encore en train de cauchemarder de ce qu'il fait Nico Williams. Je pense qu'il va se réveiller 2-3 fois en sursaut en pensant à Nico Williams. Yamal a fait son match, a fait un vrai bon match aussi, même si c'est un peu en dessous, mais c'est normal aussi par rapport à son âge. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout sur la variété, comme tu l'as dit, où on a vraiment un mec brutal d'un côté et un autre qui va pouvoir peut-être parfois être dans le contrôle, avec des passes intérieures, avec des passes même vers l'arrière pour contrôler le jeu, ou sinon frapper, percuter, mais à bon escient. Et comme tu l'as dit, sur la passe, avec beaucoup de justesse. Avec beaucoup de justesse. Et c'est vrai que l'apport des 2 change tout. Et on a une équipe d'Espagne qui ronronnait beaucoup sur les tournois. Et là, on a un espèce de changement de rythme constant. Et quand on a un Nico Williams qui fait autant de différences sur la rencontre, mais il fait beaucoup de différences. Mais en fait, à la sortie de ces différences-là, il y a du concret.
C'est-à-dire qu'il y a une passe, il y a un centre qui amène un tir, qui amène une occasion. Il y a un tir qui peut aussi amener une propre occasion à lui de lui-même. Et ça, c'est quand même beau. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la caricature d'ailier pur qui va juste uniquement être dans le 1 contre 1 pour être dans le 1 contre 1. Le 1 contre 1 sert énormément à l'équipe. Et ça, c'est beau parce que le volume d'occasion est immense pour l'Espagne. Elton, il y a aussi, souvent dans un 4-3-3, jeu de position, on fait souvent des doublettes avec l'ailier et le latéral qui est derrière lui. Là, pas tant que ça en fait. Parce que Il l'a fait 2-3 fois avec Cucurella. Cucurella, mais oui, mais Cucurella, bon, Notamment Cucurella, sur la grosse occasion de tellement Pedri, partout. ouais. En fait, il était tellement partout parce qu'il y a des moments où il compensait Rodri quand Rodri montait. Enfin, il y avait un peu de tout avec Cucurella, mais même Carvajal Yamal, ça combine sans trop combiner, quoi. On a l'impression que les deux ailiers peuvent vivre eux-mêmes et seuls et créer ce qu'il faut créer seuls. Ça va mettre à l'actif de ces ailiers qui sont capables de vivre tout seuls parce qu'ils ont une intelligence situationnelle qui font que c'est des joueurs qui sont capables justement de s'épanouir quand bien même ils n'ont pas beaucoup d'aide. Mais là, pour le coup, ce qui est très intéressant quand on parle de l'Espagne, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui permettent, entre guillemets, d'alimenter les ailiers, à savoir l'arrivée par dédoublement du latéral, l'arrivée du milieu relayeur comme Fabian Ruiz, ou alors comme Pedri qui peut se rapprocher de Lamine Yamal. Tout ça font que il y a des contextes qui sont différents pour les ailiers et qui font qu'ils ne sont pas, entre guillemets, isolés, ils sont toujours en perpétuel mouvement, et c'est ce qui sert à l'Espagne. Parce que pour moi, c'est vraiment, et je vais insister là-dessus, le duo Lamine Yamal-Nico Williams est le symbole du projet footballistique de Luis de la Fuente, à savoir que Luis de la Fuente, quand il a été nommé après Luis Enrique, c'est un projet de jeu basé sur la verticalité. Alors bien évidemment, le football espagnol, ce sera toujours cette idée de possession, de s'installer dans le quadverse, mais Luis de la Fuente, quand il est arrivé, il a axé notamment son projet footballistique autour de cette capacité à avoir cette verticalité, ce qui a souvent été, entre guillemets, le défaut du côté de l'Espagne. Et pour le coup, le projet footballistique passe inévitablement par les ailiers. Et c'est comme ça que sont arrivés Lamine Yamal et Nico Williams. Il faut savoir qu'on a un élément de comparaison. Lors de la finale de Ligue des Nations, la paire d'ailiers, c'est Jérémy Pino, Marco Asensio. Donc ça, c'était il y a un an. C'était il y a seulement un an. Jérémy Pino, malheureusement, a une grave blessure. Marco Asensio n'a pas été appelé dans les... Pourquoi ? Parce que depuis le match contre la Géorgie, et c'est au mois de septembre, ça se termine sur un 7-0, et ben Lamine Yamal est arrivé. Nico Williams, qui avait été déjà sous Luis Enrique, a pris plus d'envergure avec Luis de la Fuente. Aujourd'hui, ils sont responsabilisés par Luis de la Fuente parce qu'ils incarnent ce nouveau virage voulu par Luis de la Fuente, axé sur cette idée qu'on doit avoir davantage de verticalité, quitte à parfois, entre guillemets, avoir une phase de préparation moins poussée, parce qu'on a des ailiers qui sont capables de faire la différence. Et surtout, ils ont un bouton que d'autres n'ont pas, quoi. C'est le bouton accélération là. Bah non, mais c'est-à-dire que le truc turbo là qui en fait, le petit bouton turbo là, en fait Force Speed, et en fait ils ont le turbo sport hein, quand tu vois la différence avec les Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres. Non mais Ferran Torres, non mais je te parle sur les précédents tournois. C'est-à-dire qu'on avait un rythme intéressant, mais sauf qu'on n'avait pas de changement de rythme. Là aujourd'hui, quand Fabian Ruiz, Pedri et Rodri ont le ballon et qu'ils le donnent à Yamal ou à Nico Williams, c'est un ton différent. Il y a un truc qui se passe. Et ça fait mal à l'adversaire. Ça fait très très mal à l'adversaire. C'est que tu as cette capacité à pouvoir, sans ballon et avec le ballon, de par les milieux de terrain, de mettre une vraie empreinte sur la rencontre, mais on change de rythme, on change de tempo. Et ça, l'Espagne ne l'avait pas auparavant. Nico Williams l'avait fait un petit peu lors de sa rentrée contre le Maroc en 8e de finale de Coupe du Monde. Mais là, ça doit être une plaie. C'est une plaie, mais vraiment, c'est un cauchemar pour les équipes. C'est très important d'évoquer le passé des ailiers, tout du moins récent, parce qu'il faut savoir que lors du dernier Euro, on était sur Sarabia, Ferran Torres. C'est davantage des ailiers qui allaient attaquer l'espace, mais qui étaient davantage tributaires du collectif. Bien sûr. Alors bien évidemment, Lamine Yamal et Nico Williams sont tributaires du collectif parce que j'ai mis en avant le fait qu'il y avait quand même un travail qui était préparatoire, mais ça reste aussi des joueurs qui sont capables justement d'impulser des choses, alors que les ailiers que je viens de citer étaient davantage tributaires de ce qui se faisait en amont parce que eux ils étaient davantage dans cette idée d'attaquer l'espace mais de ne pas apporter suffisamment avec ballon. Et qu'est-ce que c'est beau, le foot avec des ailiers forts comme ça.
C'est-à-dire que quand tu veux mettre en place un football protagoniste comme celui de l'Espagne, en jouant très très haut, et d'avoir des ailiers qui soit collent la ligne, soit font des différences avec balle au pied, c'est un bonheur. C'est un bonheur pour tout le monde. C'est un bonheur pour les latéraux, c'est un bonheur pour les mecs à l'intérieur, c'est un bonheur pour le numéro 9. Et moi je veux bien le foot d'aujourd'hui, voilà, le troisième défenseur, on va mettre un numéro 9. Parfois on acquiesce et parfois c'est intéressant. Mais d'avoir des vrais ailiers, c'est intéressant que tu dis ça. Et ça inspire juste, je te laisse la parole, ça inspire même les autres remplaçants, parce que je vois la rentrée d'Ayoze Pérez qui arrive, qui met petit point à Di Lorenzo, qui fait, tu te dis, tout le monde est inspiré par ce. Même si j'ai senti entre les rentrants. Oui, non, mais c'est moins fort. Ouais. C'est moins fort, mais les intentions semblent similaires, quoi. Non, mais c'est intéressant que Walid dise ça, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2021, il y avait eu un article accablant d'El Confidencial qui mettait en avant le fait que le championnat espagnol était le championnat où, dans les 5 grands championnats, il y avait le moins de dribbles. Si bien que le meilleur dribbleur à l'époque, c'était Ousmane Dembélé. Et en gros, on se plaignait de la perdition des dribbleurs dans le championnat espagnol. Et là, tu as eu un boom avec cette nouvelle génération incarnée par Nico Williams, incarnée par Lamine Yamal, et je pourrais même ajouter Jérémy Pino, qui sont arrivés, eux, qui incarnent cette idée du retour au dribble. C'est ce qui a fait des fois l'Espagne, et c'est ce qui la rendait prévisible, parce qu'à partir du moment où tu n'as pas cette notion de dribble, et ben forcément, tu es davantage en difficulté pour déjouer les blocs bas, pour avoir de la percussion. Et là, ce retour au dribble incarné par ces joueurs-là, fait un énorme bien, aussi bien pour la sélection espagnole, mais aussi pour les clubs espagnols, parce qu'on l'a vu, Nico Williams a été protagoniste dans la victoire de Bilbao en Copa del Rey, Lamine Yamal a été protagoniste dans la saison du Barça. Bon, même si ça s'est terminé sur une saison blanche, avec un quart de finale en Ligue des Champions et cette deuxième place en Ligue. Si tu vas sur d'autres clubs, Savio... Voilà. Exactement, et ça c'est quelque chose qui, encore une fois, il y a seulement 3 ans... Parce que la passe, c'est bien. C'est bien la passe. Non, mais c'est bien la passe, mais à un moment donné, dans le dernier tiers, parce qu'il y avait des débats où, en gros, on disait que l'Espagne, génération 2008, 2010, 2012, avait eu un impact, entre guillemets, négatif dans le fait où, en gros, on s'était davantage concentré sur la formation des Xavi Iniesta plutôt que, entre guillemets, des David Villa, etc. etc. Donc, forcément, ce retour aux sources, entre guillemets, fait du bien. Alors, la question qu'on va se poser, c'est que maintenant qu'on a étayé, c'était hyper intéressant, le profil de Yamal et Williams, comment ils aident cette Roja, c'est comment on voit cette Espagne-là. Où est-ce qu'on les voit maintenant ? Parce qu'il y a ces deux-là, mais il n'y a pas que ces deux-là. Il y a le collectif global, etc. Mais est-ce que, dans les moments importants, face aussi à des équipes, je parlais tout à l'heure de l'intensité que l'Italie n'a pas forcément mise, s'il y a des équipes qui sont un peu plus intenses, est-ce que ça peut aussi passer de la même manière ? Est-ce que vous, déjà, votre vision de l'Espagne a changé par rapport à il y a une semaine quand l'Euro débutait ? Ou vous attendiez à peu près à ce style de partition-là ? Moi j'attendais notamment sur l'efficacité et puis j'attendais aussi l'appréhension d'un gros rendez-vous pour deux jeunes joueurs. On parle de quand même la ligne d'attaque, Pedri 21 ans, Lamine Yamal 16 ans et Nico Williams 21 ans. Donc il y a une appréhension sur ce premier tournoi qui me faisait dire que je pouvais pas les mettre ultra favoris. Moi je les avais mis 4e après l'Allemagne, l'Angleterre et la France, notamment. Bon, là, avec ce qu'ils nous proposent et avec cette donne, moi, j'étais pas au courant de la composition d'équipe type. Quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose avant la Croatie. J'ai dit, si ça s'imbrique comme on peut l'imaginer. Si tu mets les deux et que tu fais pas juste un choix en mettant qu'un seul des deux et un genre de milieu un peu excentré. J'avais toujours le 9, Morata, mais bon, avec l'Espagne, ça reste bien, fiable, ça marche bien. Et la charnière centrale, j'ai dit, si ça s'imbrique comme ça doit s'imbriquer, ça peut faire très très mal. Et là, ce que j'ai vu, oui, tu dis, est-ce qu'ils peuvent tout changer ? Pour moi, ils ont déjà tout changé en termes de perspective. Parce que, je me parle sous le contrôle d'Elton. On a déjà vu ça en Espagne ? Des joueurs comme ça ? De ce profil ? Qui foutent le bordel dans l'Espagne récente. Je parle pas des joueurs. Je ne dis pas que c'est les joueurs les plus forts et tout. Je dis juste que profil côté qui foutent le bordel. Non mais même issu de la mixité, d'avoir un mix. Encore une fois, en termes de qualité athlétique, etc. Moi, j'ai jamais vu. On n'a jamais vu. C'est quelque chose d'inédit. Donc si tu as une force que tu n'avais pas,
C'est-à-dire que les Pedro, c'était des super joueurs, mais tu étais obligé de mettre, hormis Pedro, un David Villa qui était plus un rôle axial sur un côté, un Silva qui était plus un rôle axial sur un côté, un Iniesta, la même chose. Tu étais obligé d'avoir d'excentrer un extra milieu sur les côtés, d'avoir des ailiers. Moi, en tout cas, même les Mendieta, quand on était un peu plus petit, les Mounitis, t'as les Mounitis peut-être, des feux follets, etc. Mais de ce type, pour moi, c'est des ovnis espagnols. Donc aujourd'hui, on est sur une très très grande découverte et qui peut tout changer, oui, en termes de perspective pour l'Espagne. Non, mais aujourd'hui, la perspective, elle a changé parce que la vision de l'Espagne, ça doit être une vision d'une équipe qui peut aller au bout le 14 juillet. Parce qu'à un moment donné, l'Espagne réunit deux éléments, et attention, je te dis ça indépendamment de ce qui va se passer après cette vidéo. Mais l'Espagne réunit deux visions qui sont très importantes pour aller au bout, à savoir l'équipe, à la différence de beaucoup d'équipes, l'équipe espagnole, je me suis répété, a trouvé justement son 11. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on voit beaucoup d'équipes qui sont en phase de rodage. Je sais, l'Espagne, quelle équipe elle va aligner, sauf blessure, sauf suspension. Et deuxième élément qui est très important, la notion de dynamique. C'est un tournoi qui est à la fois court, mais long. Long parce que ça se termine le 14 juillet. Court parce que là, l'Espagne a commencé son tournoi, c'était samedi dernier. Là, il est déjà question d'une qualification pour les huitièmes de finale. Et là, tu as au moins 10 jours de repos avant ton troisième match. Tu vas le bazarder. La fraîcheur physique, elle va prédominer. Le fait qu'un Rodri qui a quand même joué 5107 minutes avant la rencontre face à l'Italie, qui va se reposer. Qui a terminé crampé sur le premier. Qui termine crampé, ça va être très important. Qui a dit lui-même, je suis carbo. Ouais, je suis fatigué là. Ça va être un élément très important. Donc j'ai dit quoi ? Tu as trouvé ton 11 de départ, tu as cette dynamique qui va impulser quelque chose de positif pour le tournoi éliminatoire. Tout ça fait que aujourd'hui, par rapport à beaucoup d'équipes qui n'ont pas encore de visibilité déjà sur comment tu vas trouver ton 11. On va parler tout à l'heure d'une sélection qui est dans cette problématique-là et cette notion de dynamique parce que tu as 2 victoires de suite et la victoire amène en confiance, tu te rétroalimentes. Et ben pour moi, l'Espagne, la vision, c'est celle d'une équipe qui est compétitive pour aller au bout le 14 juillet à Berlin. Tu dis tout à l'heure, mais petit spoiler, c'est une vidéo qui sortira demain. En fait, parce que voilà, demain. Là, on va sortir cette vidéo vendredi pour l'Espagne et on sortira une autre d'une autre sélection samedi. Voilà. C'était ça le petit spoiler. Exactement. Je pense que c'est intéressant, c'est bon. On a bien parlé de Nico Williams et de Lamine Yamal. On va terminer cette émission en faisant le moment Winamax, l'instant au tableau. On vous rappelle que jouer comporte des risques. Il faut faire attention aux mises que l'on met. Et si vous avez quelconque problème avec les paris, vous appelez le numéro qui est inscrit juste en dessous. Et nous, on vous propose des cotes suivant les matchs qui se passent. Et puis après, on se fait un petit tableau avec tous les scores récapitulatifs. Là, je ne peux pas montrer le tableau parce que c'est en suspens. Au moment où on se parle, les derniers paris qui ont été faits sont sur la France qui jouait contre les Pays-Bas. Donc, comme là, au moment où on fait la vidéo, ça ne s'est pas encore passé. On ne peut pas. C'est bien, en tout cas, tu racontes tous les. Bah bien sûr. C'est bien. En tout cas, à la maison quand même, non ? Il est transparent. On est à la maison quand même, non ? Ouais. Et on remercie Winamax qui est partenaire du Club des 5 depuis très 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 longtemps. On y va. Tiens, on va y aller par heure de match, parce qu'on a pris que des matchs de samedi. C'est le premier match, Géorgie contre République tchèque. Ouais, le but de Mikotadze à 4:30. La passe de 2 pour Georges, le roi Georges, face à une équipe de la République tchèque qui va devoir à un moment donné... Donc c'est Mikotadze buteur. Hein. Oui, Mikotadze buteur. Parce que on rappelle qu'il y a toujours l'offre pour Winamax, c'est-à-dire que si Mikotadze sort et qu'il est remplacé par un numéro 9 et que le numéro 9 ou un autre joueur marque... Et que son remplaçant marque. Et que son remplaçant marque, la cote rentre. Donc c'est toujours intéressant de jouer les buteurs en 90 minutes. Et Mikotadze, je pense qu'avec une équipe de la République tchèque, la Tchéquie, qui va devoir à un moment donné jouer au football et puis se découvrir après les 3 points perdus face au Portugal, je pense qu'ils vont avoir des espaces, la Géorgie, que ça va être un match un peu foufou et que Mikotadze va pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais tu sais que mine, j'ai vachement envie de regarder ce match-là. Ouais, Géorgie-République tchèque. Ouais. Ça peut être hyper intéressant. Ouais. Mais Mikotadze, 4:30. Donc ça, c'était le match de 15h. Match de 18, Turquie-Portugal. Arda Güler sera décisif. Alors pour ceux qui nous suivent un peu moins quand on est au WFC notamment, décisif c'est quoi ? Buteur ou passe décisive. Si Arda Güler marque un but ou si Arda Güler fait une passe D face au Portugal, la cote à 3,25 elle passe. Quand on a vu l'importance qu'avait Arda Güler dans le jeu turc lors du premier match, quand on a vu la réussite qu'il pouvait avoir
dans différents registres. Frappe de loin, des dribbles, enfin voilà. De toute façon, c'est un joueur qui, que ce soit au Real ou avec la Turquie, à chaque fois, il arrive à être impactant. Voilà, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Le Portugal est pas encore véritablement une machine dans sa compétition. Moi, j'aime bien le Portugal et je les vois aller loin, mais je vois bien Arda Güler être décisif. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. On en termes de rappelle que résultats. Arda Güler décisif, le remplaçant d'Arda Güler s'il rentre et qu'il est décisif. Ah, c'est aussi sur les cas décisifs, trop bien. Ça rentre. Bon, voilà. Comme ça, vous maximisez. But ou passe D, ça passe pour Arda Güler, c'est à 3,25. Et enfin, match de 21h, Belgique-Roumanie. Qu'est-ce que tu nous as sorti encore? Je suis parti sur le match du rebond de la Belgique. Ah. Le match du rebond Ah oui, avec ta cote spéciale que t'as Ouais. jamais rentrée. Bah, si, je l'ai déjà fait. J'ai Quand le souvenir d'un Sénégal. C'était quoi Sénégal. Mais Le Sénégal quand c'était- il gagne 1-0 sur le but de c'était il y a Sadio. 8 mois. Ah bah voilà, mais ça Ouais, compte. ouais, non, mais mais ok. ça compte. Ah oui. Eh bah oui. Et combien de fois t'as fait des trucs comme ça là depuis et c'est pas passé? L'important, c'est pas combien de fois j'ai tenté, combien de fois ça a marché. D'accord, ok. Et pourquoi je suis parti sur multichance pour la Belgique? Parce que déjà, pour moi, c'est le match du rebond, c'est le match du rachat. Donc c'est juste Pour pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est Belgique qui l'emporte 1-0, 2-0 ou 3-0. Ouais. Contre la Roumanie, parce que pour moi, c'est le match du rebond, c'est le match du rachat. Toi, tu penses que c'est le match du rebond? Oui. D'accord. Ou du Parce rachat peut-être. Ou du rachat. Parce que tu l'as pas dit 18 fois. Ouais, parce que contre la Roumanie, enfin contre la Slovaquie, oui, t'as perdu, mais t'as pas non plus concédé pléthore d'occasions. Et moi, je me dis que non seulement la Belgique va gagner, mais ne va pas encaisser de buts, raison pour laquelle je suis parti sur cette cote. Attention, la Roumanie, Voilà. hein, solide, N'hésitez hein. pas à aller voir le but de Stanciu, des trucs dans ce genre-là. Ça peut être, ça peut être Attention. pas mal. Ça peut être bien. Ils sont en grande confiance. Et puis, La Roumanie, ils ont rien. défensivement, ils Bon, sont enfin, très la solides. Roumanie, ils ont été sur un match où ils ont tiré de la tribune zen, ça faisait ficelle. Ouais, c'est pas faux. Ouais, pauvre Ukrainien. La Belgique, donc 1-0, 2-0, 3-0, c'est à 2,75. Arda Güler décisif pour moi, c'est à 3,25. Et Miko Tadze buteur, c'est à 4,30 pour Walid. Voilà pour nos pronos sur la journée de samedi. Merci Walid, Merci à toi. merci Elton. Merci à toi, Romain. Merci à Farid Hachem qui a préparé et réalisé cette émission. Merci à vous, les socios. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Et puis on va se donner rendez-vous très vite parce qu'il y a d'autres sélections qui sont peut-être un tout petit peu moins glorieuses que l'Espagne, dont on doit parler. À très vite dans le Club B5. Ciao tout le monde. Salut.